Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Un enfant sur 2 millions en France est atteint de la maladie de l'homme de pierre, une pathologie grave qui fige les muscles, les tendons ou même les ligaments. Classée parmi les maladies orphelines, la recherche médicale manque de moyens pour avancer. Alors pour les parents, c'est un véritable combat pour accompagner leurs enfants dans la maladie. Marie-Émile Lagoutte, bonjour. Bonjour. Alors votre petit garçon de 5 ans, Alexandre, est atteint de la maladie de l'homme de pierre. Pour essayer de faire avancer la recherche médicale, vous avez créé l'association FOP France. Quel est le but exactement de cette association? Le but de cette association, c'est de fédérer les malades. Comme vous le disiez, il n'y a que 80 cas en France, qu'on a besoin d'être ensemble, de soutenir la recherche par des actions de mobilisation et de manifestation pour sensibiliser justement les populations à notre pathologie. Et le but ultime, c'est de trouver un traitement pour notre maladie. On en reparle ensemble dans un instant. En plateau également, Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et aujourd'hui, Benjamin, vous allez nous parler de la capacité de mobilisation justement sur les réseaux sociaux. Et oui, parce qu'ils ne peuvent pas avoir que des défauts. Ben non, on en parle tout à l'heure, ce sera dans l'Instant Web. Et enfin, Frédéric Lorenzon, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, déploiement de force important autour du tribunal et de la sous-préfecture de Brest. 6 agriculteurs ont été mis en examen. Oui, forte mobilisation, comme le disait à l'instant Benjamin. Mobilisation des agriculteurs d'abord, puisqu'ils étaient une cinquantaine rassemblés devant le tribunal de Brest, tribunal qui était très bien gardé. Dans une première partie de la journée par les CRS, puis par les gardes mobiles de la gendarmerie. En effet, à l'intérieur, 6 personnes, des agriculteurs de la région légumière de Morlaix, âgés de 24 à 59 ans, étaient présentés à un juge d'instruction. Ce juge d'instruction est chargé de faire la lumière sur la destruction dans la nuit du 19 au 20 septembre du centre des impôts de Morlaix, le centre des finances publiques, et également des locaux morlaisiens de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Alors qu'est-ce qui est reproché aux mises en cause? Eh bien, la procédure porte non seulement sur la destruction matérielle de ces bâtiments et de ce qui se trouvait à l'intérieur, mais c'est aussi sur l'entrave au secours, c'est-à-dire en clair le blocage des pompiers venus éteindre l'incendie dans cette nuit du 19 au 20 septembre où il y avait eu une importante manifestation de légumiers du Léon. Et que risquent ces mises en cause? Alors pour les chefs d'accusation qui sont notifiés à ces 6 mis en examen, il y a donc la destruction par moyen dangereux de biens d'utilité publique et l'entrave au secours, notamment. Et en théorie, les peines encourues vont jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. En théorie, bien sûr, puisqu'on voit que les remises en liberté à la suite des gardes à vue qui ont eu lieu hier, donc dès le matin, donc c'était très tôt, c'était 6h30. Les remises en liberté qui sont non assorties d'un contrôle judiciaire, ce qui est souvent le cas, montrent qu'il y a quand même une volonté d'apaisement de la part de la justice. Alors vous avez rencontré un des agriculteurs justement et on l'écoute. Nous, on estime que c'est pas à une poignée de gens de prendre pour plus d'une centaine d'agriculteurs qui étaient présents à Morlaix lors des faits. Donc nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est qu'ils repartent d'ici au moins libres de leur mouvement. Il y a eu ces incendies-là, c'est regrettable. Maintenant, c'est fait. Mais une fois de plus, les responsables, ce ne sont pas ces gens-là. C'est l'État qui n'a pas su répondre à la détresse de ces paysans-là. Voilà, l'agriculteur qu'on vient d'entendre n'est pas mis en cause. Est-ce que l'enquête est close, Frédéric? Alors, il semble que des moyens importants sont encore déployés pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la nuit du 19 au 20 septembre. Le procureur de Brest le confirmait lors d'une conférence de presse ce jeudi soir. Et on l'écoute au micro de Julie Sicot. Plusieurs éléments ont permis 2 séries d'éléments. Il y a eu à la fois des investigations techniques et à la fois des investigations autour du matériel agricole qui avait été utilisé. Je ne souhaite pas rentrer plus dans les détails puisque l'enquête doit se continuer dans de bonnes conditions. Il y a eu aussi un appel qui avait été lancé et on a aussi des photos et des films qui ont pu être récupérés et qui sont au dossier. L'enquête se continue sur commission rogatoire et donc peut-être y aura-t-il d'autres interpellations.
D'autres interpellations sans doute à venir, mais il faut quand même rappeler qu'il y avait quand même déjà quelqu'un qui avait été mis en examen dans cette affaire. C'était un militant des Bonnets Rouges du groupe de Morlaix. Et cet habitant de Morlaix, lui, a été mis en liberté après son incarcération de quelques jours, sous contrôle judiciaire strict. Il n'a pas le droit de rejoindre Morlaix, et son avocat que j'ai eu au téléphone me disait qu'il aurait souhaité qu'il y ait le même traitement pour tous les mises en cause. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage. Du respect et des places pour les handicapés. C'était le mot d'ordre de la manifestation qui se tenait à Quimper ce jeudi après-midi. Ils étaient près de 600 à défiler pour dénoncer le manque de places en établissement spécialisé dans le Finistère. Camille Pochet et Margot Durand ont rencontré les manifestants. Ils sont venus de tout le département pour dire leur ras-le-bol. Les handicapés et leurs proches étaient dans la rue pour protester contre des conditions de vie difficiles, notamment pour les plus âgés. Alors, cette manifestation on organise aujourd'hui, elle a été décidée suite à plusieurs échanges que nous avons eus avec le Conseil général. Et c'est surtout pour faire apparaître le manque de place suite au 4e schéma qui a été voté en 2013 et qui se terminera en 2018, où il manquera 400 places environ pour les gens qui sont hébergés en foyer de vie, foyer médicalisé, et pour les retraités des ZAD, quoi. En plus de ce manque de place en structure d'accueil, la modification des aides sociales intervenue en 2014 agace. Et en ces temps de campagne pour les élections départementales, les handicapés rappellent qu'ils ont un poids dans ce scrutin. Et on a une force quand même importante. Si les familles, l'entourage des personnes handicapées, ça peut à peu près 10% des personnes pouvant éventuellement voter. Le titre de cette manifestation, des places et du respect pour les personnes handicapées. C'est évidemment toujours quelque chose de simplifié, mais ça indique bien les deux lignes de force des demandes des personnes handicapées, de leurs associations dans le Finistère. Parti de la cathédrale de Quimper, le cortège a rejoint le Conseil général pour y déposer une pétition rappelant les motifs de la manifestation. Elle était signée par 10 000 personnes. Voilà, et comme chaque jour dans l'Instant T, nous vous présentons l'un des partis en lice pour les élections départementales dans le Finistère. Et aujourd'hui, direction le canton de Quimper-Ouest, qui s'étend jusqu'à Locronan, au Pluguffan. Frédéric Lorenzon, justement, vous avez rencontré les candidats du Front de gauche, les communistes, donc Georges Lagadic et Yvonne Rénéraud. Sur les propositions des candidats communistes et Front de gauche, élections départementales. Rencontre avec la population de Pénars pour l'équipe du Front de gauche, candidate sur le canton de Quimper-Ouest. Yvonne Rénéraud, professeure à la retraite, et Georges Lagadic, expert automobile, ancien syndicaliste, n'en sont pas à leur première candidature. Ils participaient déjà au scrutin décantonal en 2008. Avec leurs remplaçants, Émile Duhaut et Christine Cerdreux, ces militants communistes voient comme une évidence leur engagement dans cette campagne des départementales 2015. Il nous semblait nécessaire d'être candidat sur Quimper, Front de gauche, pour nous marquer vraiment à gauche par rapport à la politique actuelle. Ces candidats du Front de gauche entendent s'opposer aux votes extrêmes, favorisés par la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Parce que le département, c'est le pivot de pratiquement toutes les politiques de solidarité. Ça concerne la jeunesse, ça concerne les personnes âgées, l'aide aux associations. Mais aujourd'hui, ces politiques sont mises en cause par les décisions gouvernementales d'austérité et de baisse des dotations aux collectivités. Allant plus loin, les candidats du Front de gauche revendiquent l'instauration d'un service public départemental. Beaucoup de gens sont obligés de recourir au privé qui coûte très cher. Ah oui, ça revient cher si on veut avoir une aide. Et ça revient très cher, voilà. Ah oui, donc oui. il faut un service public. Je propose un service public de l'aide à la personne. C'est très important dans ce département, avec une organisation départementale, en particulier des réponses à la perte d'autonomie. Habitués des élections cantonales, les candidats communistes du Front de gauche totalisaient 5,38% des suffrages lors du dernier scrutin sur le canton de Quimper 3 en 2008. Voilà, et à noter que les autres partis présents sur ce canton de Quimper 1 sont un binôme UDI-MODEM, le Front National, un binôme PS sans étiquette et Europe Écologie Les Verts.
Connaissez-vous le speed knitting? C'est une compétition de vitesse de tricot qui réunit les plus de 200 adeptes de la discipline. Et la championne en titre, c'est une costarmoricaine originaire de la région de Dinan. Anne Burlot a rencontré cette sportive qui tricote plus vite que son ombre. Bercée par le crépitement du feu et une musique de circonstance, Catherine tricote dès qu'elle le peut, à une cadence impressionnante. On est sur la dernière ligne droite là. Rien que l'année dernière, elle a créé une 50aine de pièces uniques, soit 25 km de laine tricotée à la main. Pour la 3e fois consécutive, la costarmoricaine vient de remporter le championnat de France de vitesse de tricot. Avec 264 mailles réalisées en 3 minutes, elle a pulvérisé un nouveau record, malgré quelques appréhensions. Il y a toujours le stress du chrono, 3 minutes, waouh, ça passe vite, il est derrière le chrono, mais quand l'animateur fait par exemple le compte à rebours, commence à 10, 9, 8, là, on sait qu'il ne reste plus que 10 secondes et puis ça va très vite. Et quand il faut tourner les aiguilles à ce moment-là, c'est encore plus la panique. C'est parti. Cette compétition, la virtuose du point mousse ne l'a pas prise à la légère. J'ai pris ça, moi, très à cœur, comme un sportif un peu de haut niveau. Bon, sauf que ça dure que 3 minutes. Je me suis entraînée pendant 1 mois environ. Été comme hiver, la sportive ne quitte jamais ses aiguilles. C'est une question d'équilibre, voire même de survie. C'est un passage obligé, le tricot, parce que ça me détend. Quand je fais ça, voilà, tout est oublié. Il peut rien se passer, le monde peut s'écrouler, je vais rester imperturbable. C'est un peu le yoga du cerveau, en fait. On se vide l'esprit, on est concentré sur un truc, sur le tricot. 37 ans de tricot et une tradition qui se perpétue chez les Bouénards. Les filles de Catherine ont hérité de sa dextérité. Voilà, apparemment, ce sujet a amusé les garçons en plateau. Benjamin, c'est peut-être vous qui avez tricoté votre pull. Je suis très déçu de ne pas avoir été prévenu à l'avance. Je me serais inscrit aussi sec. Oui, on voit le beau pull d'ailleurs que vous avez tricoté. Frédéric, il y en a qui tricotent pour passer leur nerf quand ils arrêtent de fumer. Mais, moi, je n'ai pas eu ce besoin. D'accord, merci Frédéric. Allez, maintenant, tout de suite avec notre invité, on parle des maladies orphelines et plus particulièrement de la maladie de l'homme de pierre. Marie-Émile Lagoutte, votre petit garçon Alexandre donc, a cette maladie, la maladie de l'homme de pierre. À quel moment avez-vous appris que votre fils était atteint de cette maladie? Alors, en fait, on a eu, dès la naissance, il y a des signes distinctifs donc, qui apparaissent. C'est le gros orteil qui est court et dévié vers l'intérieur, qui est le signe et le symptôme de cette maladie. Et notre pédiatre avait senti quelque chose qui était pour lui peu commun. Donc, il nous a envoyés vers un centre. À l'époque, on habitait à Narbonne, dans le sud de la France. Donc, on a été à Montpellier dans un centre de compétences sur les maladies rares osseuses. Et diagnostic, et surtout que le diagnostic a été confirmé par un test sanguin, parce qu'en parallèle, on était suivi en génétique. Alors, comment elle se traduit, cette maladie? Comment elle évolue et comment ça se passe pour Alexandre? Alors, cette maladie se traduit par une ossification progressive des muscles, des tendons, des ligaments et de tous les tissus mous. Et en fait, ça marche par poussée osseuse. Donc, en fait, de façon sporadique, le corps forme des poussées osseuses. Donc, il y a une destruction cellulaire du muscle et le muscle se transforme en os. Donc, lors de ces poussées osseuses qui sont douloureuses, il y a des ponts d'os qui se forment entre les articulations. Donc le corps durcit en fait par endroits. Les muscles deviennent de l'os. Exactement. Alors comment il vit au quotidien, Alexandre, aujourd'hui? Donc il a 5 ans. Comment est-ce qu'il est accompagné dans sa vie de tous les jours, à l'école, dans ses jeux? Alors Alexandre est en système ordinaire. Ouais. On s'est battu pour qu'il le soit, même s'il y a quelques réticences et de la crainte de la part des directeurs d'établissement. Mais on a eu de très bons contacts avec la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, et qui donne droit à une AVS, donc une auxiliaire de vie scolaire, qui permet d'accompagner. Je le rappelle. Oui, je suis à Morlaix, exactement, et qui envoie une AVS donc pour Alexandre, qui lui permet de bénéficier d'un système ordinaire avec une protection accrue. Voilà, pour le protéger de lui-même, pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il se fasse de choc. Voilà, pas de coups, pas de choc, chute. Voilà, pas de bagarre. Donc, pas courir, ou si courir, faire très attention à ne pas tomber, ce qui est difficile pour un petit garçon de 5 ans. Mais il est très raisonnable et il sait. Maintenant, il a compris la maladie. Parce que du coup, il a ses bras qui ont été ossifiés et sa hanche, suite à plusieurs poussées. Et du coup, comme il est maintenant handicapé au niveau de ses gestes, il se rend compte de l'importance de faire attention. Alors,
Comment ça s'est passé quel soutien vous avez pu trouver au départ quand vous avez découvert cette maladie-là? Alors, quand on a découvert cette maladie, c'était un gouffre abyssal qui était sous nos pieds. Mais on s'est dit avec mon mari qu'on ne voulait pas s'avouer vaincu et qu'on voulait toujours se battre. Donc, on a décidé de créer l'association FOP France, donc d'association qui a 3 objectifs. Donc, sensibiliser les populations à notre maladie, de fédérer les malades et de soutenir la recherche médicale, parce que notre but ultime est d'avoir un traitement curatif. Alors on va en parler. Alors vous avez fait réaliser une petite vidéo pour expliquer le but de votre association et on en regarde un extrait. Alexandre est un enfant pas comme les autres. Il est atteint de la fibrodysplasie ossifiante progressive, couramment appelée la maladie de l'homme de pierre. Une maladie génétique rare et orpheline de traitement. Les premiers signes de cette maladie se manifestent dès la naissance. Si comme Alexandre, votre enfant naît avec les gros orteils courts et déviés vers l'intérieur, ne tardez pas à consulter votre médecin pour en parler. Ceci est un message de l'association FOP France, qui a besoin de vous pour faire avancer la recherche et trouver un remède. Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun traitement pour cette maladie. Comment ça se passe côté recherche médicale? Alors le gène a été découvert en 2006, qui est un tournant décisif pour la communauté de la FOP, donc de notre maladie. Depuis, les scientifiques ont fait des pas de géant et aujourd'hui, un centre d'essais cliniques a été ouvert à Necker en janvier 2015. On en est à la phase 2 d'essais cliniques, donc c'est très très encourageant pour les médecins, pour les malades, pour les familles de malades. On y croit, on est vraiment dans l'espérance parce qu'on n'a jamais été aussi proche du but. Phase clinique, ça veut dire qu'il y a un médicament qui a été... Une molécule qui s'appelle le palovarotène, qui est testée justement lors des poussées, qui bloque la poussée osseuse. Quand la poussée apparaît, elle bloque la formation osseuse. Alors, on l'avait dit, 84 cas de personnes atteintes de la maladie de l'homme de pierre répertoriés en France, 2500 dans le monde. La recherche s'organise de façon internationale, Marie. Oui, tous les ans, toutes les communautés FOP alors la FOP, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Fibrodysplasie ossifiante progressive. Voilà, c'est le nom un petit peu barbare de la maladie. Tous les acteurs de cette communauté se retrouvent en Italie tous les ans pour parler justement des avancées de la recherche, de faire des rencontres de famille pour se sentir moins seul, et puis aussi des consultations qui sont organisées pour les malades. J'imagine que les rencontres avec les autres parents doivent être très importantes dans ce genre de situation. C'est très riche, très émouvant. On ressort notamment très boosté parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a envie de faire plein de choses, parce qu'on se sent moins seul et ça donne énormément d'énergie. Alors l'importance des dons dans ce type de recherche médicale, c'est très important. Hein. Les dons, ça fonctionne en partie avec ça. Alors on va noter que justement, il y a une soirée Zumba qui est organisée pour récolter des dons pour votre association FOP. C'est ce vendredi 6 mars à 20h30 au gymnase de Saint-Augustin à Morlaix. Vous êtes arrivé à Morlaix très, très récemment. Vous avez trouvé un soutien local en arrivant ici? Oui, un soutien, une écoute. Les gens connaissaient un petit peu cette maladie du fait d'un petit garçon qui habitait en Vic, pas loin. Et du coup, les gens étaient très sensibles à cette maladie, très à l'écoute. Et d'où cette action qui est créée, cette soirée Zumba, de l'initiative de l'école Saint-Joseph, toute seule. On est très heureux. Alors, j'avais juste une question. 80 patients en France, 2500 dans le monde, c'est très peu pour une maladie. Vous dites que vous organisez des rencontres. Ça veut dire que la communauté, si on peut l'appeler comme ça, des gens qui sont concernés, les parents, les proches, est très soudée et très dynamique aussi. Vous avez avancé très vite pour pouvoir justement solliciter les dons, faire avancer la recherche? Alors, on avance très vite. On fait aussi dans la mesure du possible en fonction des gens qui ont envie de participer à notre action. Les 80 personnes en France
c'est pas tous les Français qui vont se retrouver avec tous les autres malades du monde. C'est ceux qui peuvent. C'est très peu, donc, déjà, c'est sûr qu'on est vraiment rare dans le rare. Et ceux qui... Il y a une volonté en fait de communauté de se retrouver parmi les siens, notamment pour les mamans. Moi, je parle à titre de maman pour échanger sur des petits trucs et des petites astuces pour permettre à nos enfants de vivre mieux. On rappelle votre site internet, donc fopfrance.fr, voilà, pour se renseigner un petit peu sur la maladie. Et on continue à parler des maladies orphelines avec Benjamin Bréon dans l'Instant Web. Benjamin, vous allez nous parler de la capacité de mobilisation des réseaux sociaux. Ben oui, parce que sur le web, il y a aussi des belles histoires. Quand on parle réseaux sociaux, on parle souvent buzz idiot avec des petits chats, polémique bas de gamme, clash entre starlets. Tout ça n'est pas passionnant, mais les réseaux sont aussi donc à l'origine de belles histoires. Et celle-ci s'est déroulée l'an dernier dans le nord des États-Unis, à la frontière canadienne. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ariana, qui est atteinte d'une maladie génétique grave et qui a désespérément besoin d'un rein. Alors ses parents racontent sa vie sur Facebook et notamment ses 10 heures de dialyse chaque jour. C'est émouvant, c'est partagé. Et un des posts atterrit sur le fil de lecture de Christy. Christy, elle, c'est une jeune mère de famille. Elle habite en Floride, à 3000 km de là. Elle ne connaît pas Ariana, mais qu'importe, elle se dit que si c'était sa fille, elle aimerait que quelqu'un agisse, et elle, c'est ce qu'elle fait. Elle contacte les parents d'Ariana, les autorités médicales, un hôpital, etc. Et bien, quelques semaines plus tard, elle lui a donné un rein, comme ça, gratuitement, par empathie. Alors c'est peu courant, on peut dire que Ariana a été sauvée non seulement par Christy, mais aussi en partie grâce à Facebook. Alors, toutes les histoires sont différentes, celle-là ne se reproduira pas forcément, mais il y a quelque chose à en sortir quand même. C'est que on sait bien que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas se mobiliser personnellement, n'a pas d'argent à donner pour telle ou telle cause. En revanche, tout le monde sait des choses via les médias, via les réseaux sociaux. Chacun possède une petite part de ce grand tout qu'est l'info. Et en la partageant tout simplement d'un clic, chacun peut participer à sa diffusion. Chacun de ces clics peut en entraîner d'autres, qui entraîneront d'autres, etc. Alors voilà, c'est ce que je dis à nos téléspectateurs. Si l'histoire d'Alexandre vous a touché, vous pouvez la faire connaître. Ce sera un petit geste. Ajouter à des milliers d'autres petits gestes, ça pourra contribuer à faire avancer la recherche. Alors, les infos sont là sur facebook.com, FOPFrance, et puis sur Twitter, @FOPFrance. Alors voilà, je vous le dis, à vous de jouer. C'est important, Marie-Evelyne. Merci, Benjamin. C'est important, ces réseaux sociaux aussi, quand on se bat comme vous. C'est très important parce que ça nous permet effectivement, vous parliez du côté international, ça nous permet de dialoguer facilement avec d'autres acteurs de cette communauté. Et puis, c'est un vecteur pour nous de sensibiliser les populations. Voilà, vous avez entendu ce qu'il faut faire. Allez, on passe à toute autre chose, puisque comme chaque jeudi, on regarde la brève de chambre de Sébastien Chambre qui s'interroge aujourd'hui sur la véritable couleur du drapeau breton. Regardez. Salut! C'est la panique sur Internet. Plus personne ne sait de quelle couleur est quoi. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une robe. Une robe qu'un tiers de la population a vue bleu et noir, un autre tiers de la population l'a vue blanc et doré, et un dernier tiers de la population l'a trouvée moche. À cause de ça, on peut se poser la question sur l'interprétation de notre cerveau des couleurs qui nous entourent. En Bretagne, tout particulièrement, puisque toute l'année, nous sommes éblouis par un soleil resplendissant. On peut se poser la question si les genêts devant lesquels je me suis intentionnellement placé sont véritablement jaunes. On peut se poser la question de savoir si le drapeau breton, que nous savons tous bleu et or, est véritablement bleu et or aux couleurs de la Bretagne. Les couleurs de la mer et l'or comme les couleurs de la terre et des minerais que l'on s'apprête à extraire au centre Bretagne en y sortant tout un tas de minerais précieux certes, mais également tout un tas de pollution. On peut également se poser si ce drapeau que tout le monde voit peut-être rose ou d'autres le voient bleu, quelle couleur est-il? En fait, c'est exactement la même couleur puisque nous commençons à évoluer dans un monde où le bleu et le rose sont la même couleur. Et enfin, si je vous montre ce mouchoir bleu marine, cette étoffe bleu marine, eh bien peut-être que certains d'entre vous qui sont munis de cônes supplémentaires dans leur œil verront ici 7 couleurs au lieu d'une. 7 couleurs, si vous les voyez, eh bien vous voyez tout simplement les 7 couleurs du drapeau de la ville de Cusco. La ville de Cusco qui a choisi comme couleur eh bien, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs qui séparent le dieu de la foudre du dieu de la terre.
Quoi qu'il en soit, cette interprétation des couleurs dépend du nombre de cônes que l'on a dans l'œil. Certains ont 2 cônes dans l'œil et du coup ils sont dichromatiques, ils voient un certain nombre de couleurs. D'autres ont 3 cônes dans l'œil, ce qui veut dire qu'ils peuvent voir jusqu'à une trentaine de couleurs, c'est complètement formidable. Et certains ont même un cône supplémentaire, ils sont quadrichromatiques, quadrichromatiques, enfin ils ont 4 cônes quoi. Et ils voient à peu près 39 couleurs, ce qui est complètement hallucinant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand on voit que tout ça c'est une histoire de cônes, eh bien peut-être que le plus important c'est de voir la vie dans la couleur que vous le voulez, évitez le noir et surtout, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, c'était Sébastien Chambray, les couleurs. Alors je rappelle que le site fopfrance.fr, enfin voilà, c'est le site à l'écouter pour en savoir plus sur la maladie de l'homme de pierre. Je rappelle aussi la soirée Zumba ce vendredi à Morlaix au gymnase Saint-Augustin. C'est dès 20h30 et ça permettra de récolter des fonds pour la recherche médicale. C'est très important. Merci beaucoup Marie-Emeline d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Merci Benjamin et Frédéric. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.